Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va débriefer les Strade Bianche. On va débriefer à la fois la course féminine et la course masculine. Alors, il n'y aura pas d'habillage pour la course féminine, hein. J'ai pas les maillots déjà. Bon, je mettrai peut-être le nom des concurrences. Et puis, bien entendu, top flop pour les garçons. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette course. Du côté des Strade Bianche, on va revenir un petit peu sur cette épreuve qui est toujours très spectaculaire, où il se passe toujours plein de choses, cette course italienne, et on va voir comment ça s'est déroulé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, que ce soit du côté des filles ou du côté des garçons. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous mettez toutes les notifications. Vous pouvez également mettre un super thanks. Et puis EPS 2.0, également TikTok, débrief des qualités de la Formule 1, qui est disponible depuis je pense 18h15, 18h20 si vous voulez le voir sur TikTok. On commence tout de suite avec ces Strade Bianche parce qu'on a un programme qui est très chargé. C'est une course qui est toujours spectaculaire. On a des points un peu clés quand même dans cette épreuve. Et puis on a eu un grand pitcock aujourd'hui chez les garçons. On a eu une grande également Kresten Faulkner chez les filles. Ça a failli le faire, ça ne l'a pas fait. Chez les garçons, ça l'a fait. Avec une équipe aussi qui a très mal couru, c'est Jumbo, on reviendra là-dessus. Mais c'était une course passionnante, hein, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Il n'y a pas eu vraiment de grands moments de pause chez les garçons. Autant chez les filles, il y a eu un petit moment avant que Faulkner attaque, on se regardait un petit peu. Autant chez les garçons, à partir du moment où ça a déclenché très fort. Et ça a vraiment, ça a vraiment bien roulé pendant toute la journée parce que on avait également des équipes qui étaient au point. On commence aussi à avoir des coureurs qui ont de l'expérience sur cette épreuve. Donc ça, c'est pas à négliger. Encore une fois, hein, quand vous avez un minimum d'expérience sur ce type d'épreuve, ça peut vraiment être très 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 intéressant. Et puis, on a beau le dire, hein, mais en cyclisme, j'ai lu hier un truc très drôle. C'est quelqu'un qui marquait, je sais plus c'est qui marquait ça sur Twitter, que ça peut pas être un monument les Strade Bianche. C'est l'argument le plus pourrave de l'histoire, parce que c'est pas un objectif de la saison pour les coureurs. C'est pas l'objectif numéro un. Alors déjà, l'objectif numéro un, je crois que à part sur les grands tours, ça n'existe plus vraiment. C'est-à-dire que regardez même un Remco Evenepoel, le Giro est certes un objectif, mais bon, gagner Liège-Bastogne-Liège, ça sera également un objectif pour sa saison, vous inquiétez pas. Et puis, être performant sur les championnats du monde ou je sais pas, sur le contre-la-montre des championnats du monde, ça peut être également un objectif pour Remco Evenepoel. Il y a plus les coureurs qui avaient un seul objectif, je crois que maintenant c'est fini. Et en plus, ça se saurait si l'objectif numéro un, ça faisait une course d'un monument ou non. Alors déjà, il y a des coureurs qui ont pour objectif de gagner l'Estrade, mais c'est pas comme si il y a des mecs qui faisaient toute leur saison sur merde, j'ai oublié la course. Sur le Tour de Lombardie, pardon. C'est-à-dire qu'il y a personne qui mise sa saison que sur le Tour de Lombardie, et pourtant c'est un monument. Donc comme quoi l'argument n'est pas, mais ça m'a fait marrer comme argument. Argument tout pété. Du côté des Strade Bianche, la course a été spectaculaire, je trouve, du côté des garçons, peut-être un peu moins du côté des filles, surtout indécis du côté des garçons, parce qu'à un moment où je pensais que ça allait rentrer, je me suis dit en plus, t'as un pitcock qui court pas forcément de manière très intelligente, parce qu'en faisant la descente, voilà, il a pu Badjoli dans la roue, il a pu Bettiol qui aurait pu l'aider. Et malgré tout, ça a fonctionné parce que derrière, on a aussi très très mal couru. Donc ça a été le gros souci. On regarde la course femme tout de suite, le débrief de la course femme. Alors, domination de la SD Works. Dans le peloton, c'est eux qui ont maîtrisé la course. Alors, en même temps, ils ont une très grosse formation. Ça, c'est clair et net. Hein. La SD Works, ça fait partie des meilleures équipes du peloton féminin. Il faut un doublé, mais cette course aura des conséquences, je pense, sur le relationnel. Je pense que Demi Vollering s'attendait pas à ce que Lotte Kopecky lui fasse la course de cette manière.
C'est-à-dire, je pense qu'il y avait un plan. Le plan, c'était si vous aviez Vollering et Kopecky, Kopecky rendait l'appareil à Vollering, vu que Vollering avait fait un sacré boulot sur le Het Nieuwsblad. Et je pense que Vollering s'attendait pas à ce que Kopecky lui fasse la course et le sprint de cette manière. Et ça, je suis pas sûr qu'elle l'ait vraiment apprécié. Alors, elles n'ont pas réglé leur compte en interview, mais c'était bizarre de voir que Vollering n'était pas super heureuse de gagner, parce que je pense que la manière dont ça s'est déroulé ne lui a absolument pas plu. Et il va falloir voir quand même, parce que ça va pas être top en termes de relationnel peut-être. Alors j'espère qu'on va désamorcer la chose le plus rapidement possible, parce qu'en plus Kopecky et Vollering, elles ont quand même un profil qui fait que sur les courses féminines, elles ont un petit peu les mêmes objectifs de saison, quoi. Vollering, c'est une sprinteuse, c'est une puncheuse qui sprinte vite. Kopecky, c'est une sprinteuse qui passe bien les bosses, donc on est un petit peu sur le même profil de concurrente. C'est les classiques, c'est les épreuves genre l'Amstel, alors Liège peut-être un peu plus pour Vollering que pour Kopecky, mais c'est des épreuves de ce type-là. Et qu'il y a un mauvais relationnel dans l'équipe, ça peut être problématique. Mais vraiment, j'avais l'impression que Vollering, elle s'attendait pas à ce qu'elle lui fasse de cette manière, Kopecky. Parce qu'elle a failli lui faire la gagner. Kopecky, ça se joue à quelques mètres. Et enfin, cette arrivée était bizarre. Voilà, je peux vous dire que la course s'est arrêtée genre à 13h15. Et jusqu'au début de la course masculine, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu sur cette épreuve? C'est-à-dire, elle maîtrisait totalement la course. On aurait pu s'attaquer l'un l'autre ou faire ce genre de choses. Et elle décide vraiment de faire le sprint en même temps. C'est la première fois que je vois ça. Parce que normalement, soit on a la stratégie, par exemple, de la Jumbo-Visma l'année dernière sur Paris-Nice. C'est un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Ou ce qu'on avait vu également une année chez Ineos sur le Tour de France avec Kwiatkowski et Carapaz. C'est-à-dire que normalement, on dit toi tu finis premier, moi je finis deuxième. Tu vois, c'est le directeur sportif qui décide. Parce qu'elle avait fait la Maped sur le Paris-Roubaix une année. Ou soit on se joue la victoire, mais à l'ancienne, tu vois, en attendant pas le sprint. On attend rarement le sprint quand on est comme ça en confrontation. Et là, on a l'impression que tout le monde a attendu le sprint. Alors que Kopecky, je pense, avait peut-être les jambes pour attaquer plus tôt. C'est très bizarre. Je pense que Kopecky avait les jambes pour lâcher Vollering, en plus. C'était très bizarre la manière dont ça s'est passé les 10 derniers kilomètres, surtout que Vollering passe pas énormément de relais. Quand vous regardez, c'est quand même Kopecky qui fait la majorité du boulot entre les deux. Et en même temps, à la fin, elle joue le sprint. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'était très bizarre du côté de la SD Works. Je continue avec Faulkner. Très belle performance de la part de Faulkner. 40. Ça a failli faire comme Pidcock, sauf que ça n'a pas marché comme Pidcock. Voilà, c'est juste ça. Elle est tombée sur plus forte qu'elle derrière. Mais quand j'ai vu qu'elle prenait 2 minutes d'avance, je me suis dit, les filles derrière, lui laissaient pas 2 minutes. Faulkner, elle a fait un numéro sur le dernier Giro chez les filles et vous lui laissez 30 secondes, elle est capable de les garder pendant 25-30 km. Et je me suis dit, on a peut-être fait l'erreur, comme une année on avait laissé 5 minutes à Mavi Garcia en solitaire, c'était pas l'idée du siècle, et là je me suis dit, oulala, il va falloir bosser derrière. Et heureusement SD Works, ils ont vraiment animé la course au bon moment. Vraiment animer la course au bon moment, c'était vraiment le moment où il fallait revenir. Il y a un moment, tu ne pouvais plus attendre. Il y avait une 40, il restait 20 km, il fallait y aller. Et Faulkner, elle a un peu craqué sur la fin. Donc ça leur a permis de rentrer, mais ça a été un beau mano à mano. C'est dommage, elle rentre sur elle dans le dernier kilomètre. Mais Faulkner a fait une très belle course et oui, c'est une fille qui est capable de faire des longs raids, donc c'est une fille sur laquelle il faut vraiment se méfier. Je continue avec Cécile Uttrup-Ludwig. Toujours là, toujours présente, encore un top 5. Alors oui, elle n'a pas réussi à gagner. Elle a tenté de suivre les SD Works, elle a craqué, elle a explosé quand elle a tenté de les suivre, donc elle a fait quand même 4e à la fin parce qu'elle a réussi à se remobiliser. Parce que moi, quand je l'ai vue, donc à 20 bornes de l'arrivée, c'était peut-être pas 20 bornes de l'arrivée, non, parce que c'était après le Tolfé. C'était à 10 km de l'arrivée, quand je la vois exploser, la manière dont elle explose, je me dis, ça va pas être facile de finir. Surtout qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart entre les concurrentes. Et elle a réussi à tenir sur la fin, donc
Plutôt belle performance de Cécile Ludic. Du côté des flops, j'ai mis la Trek. On les a pas très vus, on les a quasiment pas vus en fait de la journée les Trek. On a vu un petit peu Balsamo, mais à part Balsamo derrière, ça a été un petit peu compliqué pour les Trek. Or c'est normalement une équipe qui est quand même souvent aux avant-postes, qui est souvent présente chez les filles. Et là, les Trek, ça n'a pas été la folie. Voilà, elles n'ont pas réussi à faire leur course comme d'habitude. De toute façon, elles ne sont que deux à finir du côté de Trek. C'est Amanda Spratt et Balsamo. Brody Chapman, Eleanor Backstead, donc la sœur, la fille de Magnus, la sœur de Minnie Backstead, qui est double championne du monde sur route en junior et une fois championne du monde du chrono. Donc il y a quand même, voilà, sur 5, et elle n'était que 5 au départ. Donc là aussi, peut-être pas forcément l'idée du sexe sur une épreuve World Tour, mais c'est vrai que normalement, Trek, on les voit, et ça fait depuis. Enfin, j'ai regardé quelques courses féminines quand même, ou quelques résumés de courses féminines, parfois, quand j'avais pas le temps, notamment l'UAE Tour, j'ai regardé les résumés. Et je les ai assez peu vus quand même, les Trek. Donc voilà, un peu surpris pour le moment de la forme de cette équipe. Je trouve que c'est un début de saison. Alors c'est pas discret, mais c'est en dessous de d'habitude. Persico également, qui a fini très loin, on aurait pu s'attendre à mieux. Persico, c'est quand même une fille qui fait du cyclocross, qui a été performante sur le dernier Tour de France en puncheuse, donc c'est techniquement les deux qualités requises sur l'Estrade Bianche. Sauf que Persico, ouais, ça s'est pas goupillé comme elle le souhaitait, elle a fini assez loin, on l'a en fait très peu vue. La fille, en plus elle est maintenant dans une belle équipe, parce que l'année dernière elle était chez Valcar, qui est toute une équipe de deuxième division. Elle est désormais chez UAE, alors même si Valcar c'est une belle équipe, mais en pour de la deuxième division, c'est pas une équipe World Tour. Là maintenant elle est chez UAE, mais elle n'a pas réussi à s'en sortir. Alors peut-être aussi du côté de Persico, l'enchaînement saison de cyclocross, elle en a quand même fait pas mal, je crois, Persico de cyclocross. Saison sur route avec une transition qui est assez courte, c'est pas toujours facile. Demandez à Thomas Pidcock l'année dernière. Et puis je termine avec Van Vleuten. Petit flopounet pour Van Vleuten, elle finit quand même dans le top 10, mais c'est là. Pourquoi je voulais parler de Van Vleuten? Parce que ça permet de rappeler que c'est là où on voit que c'est quand même compliqué d'enchaîner autant d'objectifs dans l'année à des dates aussi différentes que mois de juillet pour le Tour de France, que mois de septembre pour les championnats du monde et que mois de février pour les classiques de début de saison. Et c'est un peu le problème en fait, c'est que là elle n'est pas encore au top de sa forme et c'est tout à fait normal. Et les objectifs seront plus tard. Pour Van Vleuten, je pense qu'elle veut conserver son maillot jaune. Les championnats du monde seront peut-être pas un objectif. On sait que c'est sa dernière saison chez les professionnels. Mais Van Vleuten, elle a encore des objectifs. Et là, c'est vrai que je pense qu'elle a voulu faire l'Estradé parce qu'elle a déjà gagné 2 fois la course, parce qu'elle a le maillot de championne du monde, et que sinon ça faisait peut-être un trop gros trou dans sa saison. Mais on a bien senti que c'était compliqué. Je pense que Van Vleuten, la Vuelta féminine cette année, elle aimerait bien gagner la première édition de la vraie Vuelta féminine en 8 jours. Donc voilà, c'est encore un peu tôt pour elle, début mars, au niveau des objectifs de saison. On passe tout de suite à la course des garçons avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Thomas Pidcock. Sacrée performance de la part de Thomas Pidcock. Ça montre également que le fait de ne pas avoir fait les championnats du monde était une bonne idée. Que c'était son problème l'année dernière, c'est que sa pause entre sa saison de cyclocross et sa saison sur route avait été trop courte. Et ce qui fait qu'il a eu un début de saison sur route qui avait été très compliqué. On se souvient notamment qu'il avait été lâché sur Milan-San Remo à 40 bornes de l'arrivée dans les différents capots. De Milan-San Remo. Oui, c'est un capi des capots. Mais du côté de Pidcock, non, c'est les capis. Oui, c'est Capo Berta, donc non, c'est les capis. Dans les capis, il s'était fait lâcher. Le pluriel, c'est capi, le singulier, c'est capot. Du côté de Pidcock, là, il a été très performant physiquement, solide mentalement aussi. Parce qu'on ne l'a jamais vu se retourner. Ça, c'est vrai que c'est un signe qu'a vu Audrey Cordon-Rago sur Eurosport 2. C'est qu'on ne l'a jamais vu se retourner. Et ça montre un coureur qui est solide. Parce que je pense qu'il avait les écarts un peu dans les oreillettes, ou soit il n'avait pas les écarts, parce que des fois les radios ça passe mal. Donc il a été fort de continuer son effort, de continuer dans son truc. Il a fait des descentes de malade. Enfin, déjà l'année dernière, Pogacar, quand il sort à 50 bornes de l'arrivée, il fait une belle descente. Alors c'était rien par rapport à Pidcock.
Pidcock, pardon, dans les descentes. Waouh! C'est quand même. Alors, je pense que c'est pas à montrer dans les écoles de cyclisme, hein, parce que c'est quand même une grosse prise de risque à chaque fois. Mais avec lui, tu as l'impression qu'il a une sensibilité particulière pour connaître l'adhérence et la perte d'adhérence de ses roues. Parce que même s'il prend des risques, Pidcock, c'est assez intéressant de voir qu'il n'est jamais pris en défaut par l'adhérence de la route. Il n'est jamais Mach 12 au niveau des freins. Il est toujours à la limite. Il est sur la limite, il est sur la corde, voilà, mais il passe jamais de côté zone rouge. Il est toujours à la limite, il est toujours peut-être 2 pieds à l'intérieur de la limite. Tu vois, à l'intérieur de la zone jaune et il arrive toujours à être à la limite. Mais il n'est jamais pris en défaut au niveau de l'adhérence. Il n'a jamais de correction énorme de trajectoire quand on regarde dans sa manière de piloter son vélo. Je pense qu'il doit avoir une sensibilité particulière. Il y a des sortes de talents comme ça, un peu innés. Vous avez des gens qui ont des sensations au niveau de l'adhérence de la route, qui sentent comme ça les changements d'adhérence, qui sentent voilà, ce type de situation. Je vais faire un comparo avec la Formule 1. Il y a des pilotes en Formule 1 qui ont un petit talent comme ça inné. Par exemple, Lewis Hamilton, ce sont les freins. Lewis Hamilton bloque très peu ses roues. Parce qu'il a une sensation avec la pédale de frein qui tout le monde dit est assez innée. C'est-à-dire que c'est un spécialiste vraiment des gros freinages. Et Pidcock, j'ai l'impression qu'il a ça au niveau de l'adhérence. Parce que quand vous regardez, il a jamais la roue arrière qui chasse. Il est jamais obligé de faire un gros freinage, de remettre un peu de frein. C'est toujours à la limite, mais j'irai jamais en difficulté. Et ça, c'est fort de la part de Pidcock. Et puis après, tenir quand même pendant 40 bornes en ayant 25 secondes d'avance ou 30 secondes d'avance, parce que ça a été ça pendant 25-30 km, c'est presque à la fin de la course où il a la plus grosse avance. Dans la tête, il faut être solide. Pour continuer son effort, pour pas se mettre dans le rouge, en se disant je vais en remettre un petit peu parce que derrière ils reviennent. Non, il s'est jamais mis dans le rouge, il a toujours été à la limite, et ça montre également un coureur qui se connaît énormément. Puis je peux dire chapeau parce que moi je pensais que l'Estradé c'était pas fait pour Pidcock, parce que je me disais Pidcock il est léger quand même. Pidcock c'est un petit gabarit, je rappelle il fait 8 kg, 6 ou 8 kg de moins que Pogacar. Donc c'est vraiment un tout petit gabarit, et je me disais il est en dessous des 60 kg Pidcock, et je me disais c'est peut-être un peu trop léger en fait pour l'Estradé, il manque peut-être un peu de puissance. Oui, mais quand vous partez de loin, ce phénomène-là n'est pas forcément à prendre en compte. Et puis surtout, je pense qu'il a profité du fait que derrière, il y avait beaucoup de coureurs qui étaient à un niveau très proche et que personne n'arrivait à faire la différence. Voilà. Et lui, il a réussi à faire la différence, et c'est ce qui a fait une belle victoire. Voilà, parce que derrière, personne n'arrivait à faire la différence. Un petit peu comme sur le Grand Prix de la Marseillaise, où quand Paulès est sorti derrière, c'est pas que tout le monde se regardait un petit peu, mais tout le monde se regardait un petit peu parce que personne n'arrivait à faire la différence. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans le groupe de poursuivants, où personne n'arrivait à faire la différence. Et puis en plus, il a profité du fait que chez Jumbo, personne n'a réussi à se mettre au service de l'autre. On continue avec Madouas. Nouveau podium sur une grande course du World Tour de la part de Madouas. Il aura peut-être des regrets, Madouas, mais il a tenté à plusieurs reprises. Il n'a pas réussi à faire la différence. Il y avait toujours Rui Costa dans la roue, Tige Benoot dans la roue. À un moment, c'est Attila Walter. À un moment, il arrive à suivre Attila Walter avec Rui Costa. Mais ça, c'est pas que ça se regarde, mais quand tu as Rui Costa dans la roue, tu sais que Rui Costa, c'est un mec qui compte ses coups de pédale. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de l'emmener sur un sprint. De le laisser comme ça dans ta roue, parce que tu sais que c'est un coureur où il ne faut pas l'avoir dans sa roue. Et Madouas, je trouve, il a été très fort, et c'est un nouveau podium. Et Groupama, moi j'ai bien aimé leur manière de courir. Groupama encore, c'est là où tu vois que Groupama a quand même évolué. Il y a encore 5 ou 6 ans, ils n'auraient pas pris la maîtrise de la course. Ils auraient attendu que d'autres équipes roulent, on ne les aurait pas vus en tête de peloton. Là, Olivier Legas qui est en tête de peloton à 80 bornes de l'arrivée. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris en main la course à certains moments, et ça je trouve que c'est vraiment une évolution de la part de la Groupama, maintenant de se dire on y va quoi. C'est-à-dire on n'attend pas que les autres le fassent, on est maintenant une grosse équipe, donc on prend nos responsabilités de grosse équipe. Alors qu'avant, ils ne se voyaient pas comme une grosse équipe. Maintenant, ils se voient comme une grosse équipe. Ils prennent leurs responsabilités, et moi je trouve que c'est bien quand une équipe prend ses responsabilités. Et puis Madouas, ça montre qu'il est en forme, ça montre que ça sera un coureur sur lequel il faudra compter sur les classiques, parce que deuxième d'Estradé, ça montre que c'est pas mal quoi.
Et puis, bon, il bat quand même du beau monde dans cette course. En fait, il lui a manqué Grégoire, mais tu pouvais pas attendre des merveilles de Romain Grégoire. Il lui manquait peut-être Thibaut Pinot, même plus que Romain Grégoire. Mais Thibaut Pinot, on ne l'a pas beaucoup vu aujourd'hui, encore une fois, sur la Groupama FDJ. Mais tu pouvais pas demander en plus à Romain Grégoire. Le mec, il roule derrière Van Der Poel à un moment. Il y a Van Der Poel qui attaque, il suit Van Der Poel. Enfin, il a senti les bons coups quand même, Romain Grégoire. C'est juste que dans les 20 derniers kilomètres, sur une course comme ça, il lui manque de la caisse. Mais c'est normal, il est très jeune. Entre le rythme des courses espoirs et le rythme des courses professionnelles, c'est un monde. Voilà. Donc il doit manquer un petit peu de caisse, tout simplement, Romain Grégoire. Mais encore une fois, il fait quand même top 10 de sa première épreuve World Tour. Première épreuve World Tour, l'Estrade Bianche. Enfin, c'est quand même solide, quoi. C'est quand même du costaud. Donc c'est fort ce qu'a fait Romain Grégoire. Et puis intelligence de course. C'est vrai que je pense que Romain Grégoire, tout le monde mise énormément sur Lenny Martinez. On parle peut-être un peu moins de Romain Grégoire par rapport à Lenny Martinez. Mais je trouve que Romain Grégoire a plus les clés pour le moment pour être leader que Lenny Martinez. Lenny Martinez a bien dit, il manque encore de confiance en lui. Je trouve que Romain Grégoire, il a beaucoup de confiance en lui. Parce que pour suivre Van Der Poel, il faut avoir de la confiance en soi. Hein. Pour se dire, je vais suivre Van Der Poel, ça va me faire mal, je peux peut-être exploser, mais je prends le risque, il faut avoir de la confiance. Et je trouve qu'il a tout pour être leader, Romain Grégoire. Vraiment, il a tout pour être leader, il a les qualités requises. Alors que Lenny Martinez, il doit encore travailler sur certains secteurs. Alors j'espère par contre que Romain Grégoire ne fera pas partie de ces coureurs qui sont trop forts, trop tôt. Et qui ensuite deviennent des espoirs qui n'arrivent pas à confirmer quand on leur demande de gagner des courses. J'espère que du côté de Romain Grégoire, il n'aura pas ce problème-là. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Du côté du coureur français, et puis je continue avec Rui Costa, nouvelle jeunesse chez Intermarché pour Rui Costa, 36 ans, toutes ses dents, 4e. Et en plus, il fait de nouveau peur, Rui Costa. Parce que la manière dont ont couru les adversaires, ils avaient peur de Rui Costa. Parce qu'on sait très bien comment il fait Rui Costa. Rui Costa, c'est le mec qui saute 2-3 relais à chaque fois. Tu sais, tous les 2-3 relais, il va le sauter son relais. Hop, j'ai un petit problème, je vais prendre un bidon. Il le fait comme le faisait Vauclair, comme le fait Luis Sanchez. Il y a des coureurs comme ça qui sont spécialistes. Pour faire c'est du cinéma, c'est de la stratégie. Et Rui Costa, on a bien vu que les autres, ils se disaient, mais non, ça va pas marcher, on te connaît, Coco. Sauf que l'année dernière ou l'année d'avant, ça aurait fonctionné. Parce qu'il faisait plus peur, Rui Costa. Sauf que cette année, il en a gagné des courses. Donc il fait de nouveau peur, Rui Costa. Et ce qui fait que de nouveau, on le surveille et de nouveau, on le laisse pas faire. Et un moment, quand il y a Madouas et Rui Costa qui sont dans la roue, je crois, de Tige Benoît, un moment, quand il accélère, tu vois bien que l'entente, elle est pas bonne parce que Madouas, il regarde tout le temps Rui Costa ce qu'il va faire. Il a le regard dans le dos. À chaque fois, il se dit, il va me niquer ce con. Et Tige Benoît, tu sens qu'il est pas hyper libéré. Et c'est aussi pour ça que Pidcock en a profité. C'est Rui Costa a un peu aidé Pidcock au final parce qu'il fait peur aux adversaires de nouveau. Ça, c'est aussi intéressant de la part du coureur portugais, mais ça montre qu'il devra peut-être courir différemment sur les Ardennaises parce que désormais, on l'attend de nouveau. Eh ben oui, quand on gagne en début de saison, on a de nouveau la pancarte. C'est depuis quelques années, je pense qu'il avait plus la pancarte Rui Costa. Maintenant, il faut de nouveau s'en méfier. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec la Jumbo. On peut pas courir de cette manière. Il y a un moment, on est dans le... Je sais bien qu'on est sur une course qui est particulière, qui est une course qui ressemble aux courses pavées, on va dire dans l'idée, c'est-à-dire que les directeurs sportifs sont pas toujours au point, que l'oreillette en fait n'a pas énormément d'intérêt à certains moments de la course parce que les directeurs sportifs sont tellement loin qu'ils ne voient pas la course et qu'en plus des fois ils sont tellement loin les directeurs sportifs que l'oreillette ne capte plus. Pardon, je me suis étouffé, mais une oreillette c'est une portée, je crois à peu près d'1 kilomètre. Et plus la voiture est loin, moins la réception est bonne. Et c'est 1 km, peut-être 1,5 km. Et au Strade Bianche, à certains moments, vous avez tellement de mètres qui sont crevés que vous vous retrouvez à 1,5 km du peloton, quoi, très facilement, ou à 1 km du groupe de poursuivants. Et dans ce cas-là, il faut être intelligent. Et c'est là où on a vu que Tige Benoît et Attila Walter, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Parce que tu peux pas courir de cette manière. Et à un moment, il y en a un qu'il faut qu'il se sacrifie pour l'autre. Moi, j'aurais plutôt sacrifié Tige Benoît. Je vous le dis parce que pour moi, Attila Walter, dans la montée à Sienne, je pense qu'il a plus de qualité
que Tige Bennett sur ce type d'arrivée. Après, bon, peut-être que je me serais trompé parce que Tige Bennett fait 3, Attila Walter fait 5. Mais en même temps, ils se sont beaucoup courus l'un après l'autre. Et je trouve que les deux ont très mal couru. Attila Walter, à des moments, il laissait 15 mètres avec le groupe de poursuivants, avec le coureur qui était devant lui. Tige Bennett, il attaquait parfois à outrance. Et à un moment, il faut que les deux s'entendent. C'est-à-dire, au lieu de faire 3 et 5, tu peux gagner. Alors certes, tu peux finir également 3e de la course. Mais à un moment, il fallait s'entendre pour revenir sur Pidcock. Quand il n'y a plus que 10 secondes sur Pidcock, il faut que l'un sacrifie pour l'autre. Mais il faut dans ce cas-là, soit avoir un directeur sportif qui te le dise, soit avoir un peu d'intelligence tactique. Et là, je pense que c'est ce qui a manqué à l'équipe, c'est de l'intelligence tactique. Ce qui va donner quand même des raisons de s'exciter pour les adversaires sur les Flandriennes. Ils sont donc battables. Bah oui, sur les Flandriennes, ils vont avoir quand même le choix du riche. Et là, on a vu qu'ils n'ont pas réussi à s'en sortir avec ce choix du riche. Ils n'ont pas réussi à choisir un leader. Sauf que sur les Flandriennes, Bennett, Van Hooijdonk, Laporte, Van Aert, ça va être pas facile à gérer. Hein. Donc il va falloir réussir à bien déterminer des stratégies et à bien déterminer qui sera le leader 1, le leader 2, le leader 3 pour éviter de retomber dans ces travers-là. Parce que sinon, il y a des adversaires qui vont en profiter et qui pourront peut-être s'imposer, alors qu'ils ne sont pas forcément les plus forts, mais qui profiteront des erreurs stratégiques de la Jumbo. Donc ça, c'est à ne pas reproduire, et ça va donner de la confiance aux adversaires sur les Flandriennes, parce que je pense qu'il y a plus d'un coureur qui a vu comme un coureur eu la Jumbo aujourd'hui, et qui s'est dit « Ah, bah ils sont prenables ». On poursuit avec Peter Sagan. Lâché encore à 50 bornes de l'arrivée, Sagan. Alors certes, il est pris un moment il a un problème mécanique, mais bon, ça fait loin de l'arrivée, quoi. Ça fait loin de l'arrivée pour Sagan. Alors certains vont dire que je tape un peu souvent dessus. Oui, mais encore une fois, Sagan, s'il a plus les capacités de trouver la motivation pour s'entraîner, de trouver la motivation pour se faire mal en course, qu'il prenne sa retraite dès maintenant. Aujourd'hui, il prend pas sa retraite parce que techniquement, c'est un coureur professionnel. Et c'est Peter Sagan. Donc c'est un coureur professionnel avec des qualités. Ou, dans ce cas-là, il se sacrifie pour ses coéquipiers. Mais il explose super loin de l'arrivée. Sans qu'on l'ait vu énormément travailler pour ses équipiers. Alors des fois, il y a un travail de l'ombre. Ça, on est d'accord. Mais j'ai pas l'impression qu'il l'ait effectué, Peter Sagan. Et je trouve qu'il erre comme une âme en peine. Et que c'est triste de voir Sagan finir sa carrière de cette manière, quoi. Parce que ça fait depuis 2 ans que c'est pas foufou en termes de résultats. Certes, il a gagné une étape sur le Tour de Suisse, mais ça fait depuis 2 ans qu'on le voit quand même plus souvent à l'arrière du peloton qu'à l'avant. Et c'est triste parce que c'est un coureur qui nous a fait... Alors, moi, il m'a pas forcément fait... Alors, parfois, il m'a fait rêver quand même. Parfois, enfin, il m'a émerveillé. Parfois, il m'a aussi énervé. Hein, quand il mettait son début de carrière, quand il mettait des mains au cul aux filles, qu'il avait ce comportement de je me fous de tout, et moi, ça m'énervait assez terriblement. Peter Sagan, j'ai appris à l'aimer, mais un peu sur le tard, Peter Sagan. À la Bora, plus que quand il était chez Liquigas. Mais c'est triste de le voir comme ça, quoi. Enfin, moi, ça m'attriste parce que c'est une fin de carrière qui est pas à la hauteur de son talent. Voilà, tout simplement. Mais ce qui doit nous faire réfléchir également sur les coureurs qui commencent à 20 ans. Peter Sagan, alors certes, vous avez le cas Philippe Gilbert, vous avez le cas Valverde qui ont eu 20 ans de carrière. Mais Peter Sagan, il a commencé à 20 ans. Aujourd'hui, Peter Sagan, il a 13 ou 14 ans de carrière. Tom Dumoulin, pareil. Juan Denis, pareil. Et tu t'aperçois qu'une carrière de sportif de haut niveau, passé 13-14 ans, ça commence à être dur. Et au niveau de la motivation, au niveau de plein d'aspects. Et qu'il y a peu de coureurs, en fait, il y a peu de monde qui arrive à dépasser les 13 ou 14 ans de carrière. Ce qui veut dire qu'un Romain Grégoire, peut-être qu'à 32-33 ans, il sera cramasse. C'est à prendre en compte. C'est bien de faire commencer les coureurs très tôt, mais je pense qu'il ne faut pas que ça devienne la norme, et il faut faire attention que, certes, on commence tôt, mais qu'on ne finisse pas les carrières également très tôt. Et voilà, il faudra faire attention là-dessus, parce qu'on s'aperçoit qu'avec Sagan, par exemple, il va prendre sa retraite, il aura 32 ans, un truc comme ça, ou 33 ans, ce qui est quand même extrêmement jeune
même dans le monde du cyclisme. Je continue avec Alaphilippe, alors surtout avec Soudal Quick-Step. Bon, aujourd'hui, on misait quand même sur Alaphilippe, mais c'est encore un raté pour Soudal Quick-Step. Enfin, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, aucun coureur dans le top 10. C'est assez extraordinaire. Le premier coureur du côté de cette formation Soudal, c'est Badjoli, il est 29e. Badjoli. Devenins et Ballerini ont abandonné. Pedersen, Van Sevenant, Peter Serry sont de là de la 50e place. C'est même inquiétant pour Van Sevenant. On ne l'a encore pas vu. Van Sevenant, ça fait depuis un an qu'on ne le voit pas. C'est fou. Ce mec-là, il s'est révélé quand même au moment du tour de la Flèche Wallonne. Ensuite, il fait une bonne année 2021. 2022, il passe complètement à côté. Et bon, pour le moment, en début 2023, c'est pas exceptionnel de la part de Van Sevenant. Pour le moment. Mais c'est surtout que encore un raté de la Quick-Step sur une course d'un jour. Je me disais ça pendant la course, quand j'ai vu Alaphilippe lâcher et que je me suis dit, bon, Badjoli, c'est pas suffisant. À ce moment-là, je me suis dit, bon, la course est finie pour cette formation. Le nombre de courses d'un jour qu'ils ont perdu, enfin, où ils n'ont pas été performants. T'enlèves les victoires de Remco Evenepoel quasiment. L'année dernière, ils n'ont pas été performants sur toutes les courses d'un jour. Et c'est très inquiétant. Parce que je crois qu'Asgreen avait fini 3 l'année dernière sur Strade Bianche, mais sur beaucoup de courses d'un jour, ils se sont plantés. Alors je veux bien qu'on me dise certains jours, la forme n'est pas là, qu'on n'ait pas les jambes, mais je pense qu'il y a aussi une question de stratégie, une question de placement, une question de les moments où il faut faire les efforts. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que c'était à la Soudal Quick-Step de prendre en main le peloton. On les voit à un moment qui sont en tête du peloton, à un moment ils font les accélérations à plusieurs endroits. Je suis pas sûr que c'était vraiment à eux de le faire à ce moment-là de la course. Et ensuite, bah Julien, c'est très bizarre cette année aussi. Un deuxième truc que je voulais dire avec Julien Alaphilippe, bon aujourd'hui il n'a pas été bon, les jambes n'étaient pas bonnes. Mais cette année on a quand même l'impression de voir beaucoup de coureurs qui sont performants sur une course et puis à la course d'après ils sont plus là. À part Pogacar et Vingegaard, des coureurs qui arrivent à enchaîner des très bonnes performances, c'est compliqué. Nance Peters, par exemple, aujourd'hui, on ne le voit pas. Alors que mercredi, il est fantastique, Nance Peters. Tige Bennett, fantastique la semaine dernière. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il était moins bien. Pidcock, la semaine dernière, par contre, nulle part. Et là, aujourd'hui, excellent. C'est bizarre. Mais depuis le début de saison, on a l'impression qu'il y a des coureurs comme ça qui sont en forme sur une course et pas du tout sur une autre. Adam Yates, par exemple, qui finit très bien dimanche, mais qui a été moins bon sur les jours d'avant sur l'UAE Tour. Il y a pas mal de coureurs qui sont dans cette situation-là. Alors, est-ce que c'est parce que parmi les équipes, on sait que cette année, la saison va être full calendrier par rapport aux années précédentes et qu'on a peur de ça, et on a peur de ne plus être habitué à ça, et qu'on s'est dit, faut faire attention, peut-être décaler les pics des formes pour qu'ils arrivent plus tard, et ce qui fait qu'en ce début de saison, on est très loin d'être au top de sa forme, et qu'on est dans une phase encore de consolidation de la forme physique, ce qui fait qu'on a des fois on est bien, des fois on n'est pas bien. Ou est-ce que tout simplement le niveau est tellement dense aujourd'hui sur les courses que vous pouvez être le meilleur un jour, mais pour être le meilleur, il faut que tout se goupille correctement. Alors qu'auparavant, il pouvait y avoir un truc qui se goupille pas mal et ça pouvait le faire, alors que maintenant, c'est plus possible. Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Et puis je termine avec Van Der Poel. Là aussi, pas très bonne journée pour Van Der Poel, mais ça montre également que chez Alpecin de Koninck, on n'a pas grand monde au balcon. Alors il finit 14e, ce qui n'est pas non plus une catastrophe, hein. Encore une fois, c'est un petit flopounet, je rappelle, c'est son jour de reprise. Mais ça montre que si t'enlèves Caden Groves et Van Der Poel, c'est quand même léger hein, chez Alpecin. Surtout qu'on rajoute le fait que Sylvain Didier s'est blessé, qu'il va avoir une longue période d'indisponibilité, donc pour l'équipe classique c'est quand même un problème. Là aujourd'hui, Van Der Poel il est quand même tout seul quasiment pendant tout le final. Il n'a pas d'équipier avec lui. À 60 bornes de l'arrivée, il est quasiment tout seul. Forcément, avec une équipe aussi faible, tu ne peux pas gagner. Et c'est inquiétant pour Alpecin de Koninck. Il va falloir vraiment que les leaders soient performants, que les équipiers aussi peut-être rattrapent leur retard, progressent, ou sinon l'année va être compliquée. Et ça veut dire qu'en 2024, il va falloir recruter
pour éviter d'avoir un trop gros retard en termes de points qui soit impossible à récupérer en 2025 pour rester en World Tour. Mais c'est vrai que Van Der Poel, là, ça a été compliqué. Aujourd'hui, il a eu du mal à être performant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!